Salut les topiens! Aujourd'hui, on va faire le plein d'actualités autour des prochaines attractions Disney. Parce que ces derniers jours, Walt Disney Imagineering multiplie ses communications à l'occasion d'un événement qui s'appelle le S6SW. C'est le rassemblement mondial des industries créatives, du cinéma, de la musique et des médias interactifs. C'est un événement qui se produit depuis plus de 30 ans au Texas, mais dans mes souvenirs, il n'était pas si fréquent que Disney dévoile autant de choses lors de cet événement. Mais en fait, quand on regarde un peu le calendrier, on se rend bien compte qu'il y a une sorte de surenchère de communication autour de ce qui se passe chez Disney parce que chez Universal, on s'apprête à ouvrir Universal Epic Universe. Donc je soupçonne une petite surenchère de communication à l'approche de l'ouverture du parc en mai. En ce moment, l'attraction qui me fascine le plus chez Disney, c'est la création du coaster Monstres et compagnie dans la zone qui accueillait avant l'attraction Muppet Vision 3D. Vous savez, là, ce sera bientôt l'installation d'un land sur l'univers de Monstres et compagnie qui intègre ce coaster qui avait donc été dévoilé lors de la D23 et déjà à l'époque, j'avais probablement reconnu le constructeur qui n'a pas d'ailleurs été encore confirmé. Je me suis tout de suite dit que Disney faisait encore appel à son constructeur fétiche qui est donc Vekoma, constructeur d'attractions comme Tron, le Space Mountain chez nous à Disneyland Paris ou encore Cosmic Rewind. Et pourquoi j'ai tout de suite reconnu l'allure de ce coaster? Parce qu'il me faisait évidemment penser à Fly, qui est situé à Fantasyland. Je pense bien entendu que ce ne sera pas tout à fait le même tracé. Je pense d'ailleurs qu'à Disney, ce sera un tracé beaucoup plus familial, avec moins d'inversions. Lors de cette conférence, justement, a été dévoilé le quai d'embarquement de l'attraction, qui est hyper original, comme à Fly. Alors, ils ne sont pas du tout identiques, mais on reconnaît bien là la patte quand même de Vekoma. Il y a 2 quais d'embarquement, mais ce sont 2 ascenseurs reliés au tracé de l'attraction. Pendant que les visiteurs embarquent, les autres qui sont déjà prêts sont soulevés, un peu comme les fameuses portes de l'univers de Monstres et compagnie, et les véhicules vont rejoindre le hangar et en fait le tracé de l'attraction. Je suis fasciné par ce qu'ils ont fait là, même si en réalité le rendu que vous voyez là n'est pas tout à fait réaliste parce qu'il faudrait imaginer la structure qui soulève le quai, mais imaginez ça avec de l'audio, la musique de Monstres et compagnie, en fait là on sera vraiment complètement plongé dans le film, puisque c'est à ce niveau terreur là ici que les portes sont amenées face aux monstres pour qu'ils fassent peur. C'est le premier coaster suspendu de l'histoire des parcs Disney, c'est aussi le premier à utiliser ce type de technologie comme je vous la décrivais là. Et pour rappel, c'est encore un coaster en intérieur. Disney détient déjà le record du coaster le plus long en intérieur avec Cosmic Rewind. D'autres annonces ont été faites au sujet du même parc, ou en tout cas d'un land qui se trouve dans ce parc qui est aussi en Californie. C'est bien sûr Star Wars Galaxy's Edge, où depuis plusieurs mois, j'ai remarqué quelque chose, et je pense que vous êtes quelques-uns à l'avoir remarqué aussi. Star Wars Galaxy's Edge, c'est un succès, principalement lié à une des attractions du land, l'attraction principale, Rise of the Resistance. Mais c'est aussi un semi-échec, notamment au moment de l'ouverture, lorsque le land ne comprenait qu'une seule attraction. Cette attraction, c'est Millennium Falcon Smuggler's Run, qui est une sorte de Star Tour évolué parce qu'il est interactif, mais qui n'a pas tout de suite rencontré son public. Et en fait, on met le doigt là sur une problématique générale à Star Wars Galaxy's Edge, qui, selon moi, est beaucoup trop éloigné de l'univers Star Wars. Car ça représente une planète qui n'a jamais été montrée dans les films, car les personnages mis en avant sont plutôt ceux de la postologie, voire de l'univers étendu, comme c'est le cas dans l'attraction du Faucon Millenium. Il y a quelques temps, ils ont annoncé l'arrivée de Luke Skywalker parmi les personnages, ils ont ajouté aussi le Mandalorian, ils ont commencé à un peu mélanger les chronologies et les histoires. Et je m'étais même dit à une époque, est-ce qu'en fait ça ferait pas sens de fermer le land et de le réouvrir pour mettre en avant les personnages les plus populaires de la saga. Le nombre de fois où j'ai vu Kylo Ren se balader avec un enfant qui disait « Ah, voilà Dark Vador », pour moi ça c'est des détails qui soulèvent le problème majeur de ce land qui est extrêmement réussi, mais tellement bien réussi qu'il n'est pas totalement compris par le public. Et donc c'est le sens de l'annonce qui a été faite au sujet du Faucon Millenium, qui va accueillir une nouvelle mission inspirée du film The Mandalorian and Grogu. Vous savez, en ce moment, le Mandalorian se décline en film. Jon Favreau travaille au développement de ce film qui va sortir en mai 2026 et au même moment sera intégrée dans le Faucon Millenium cette nouvelle mission autour de Mando et Grogu. Et d'ailleurs, dans la storyline, on retrouve des éléments qui me font dire qu'ils veulent désormais plus axer Galaxy's Edge sur l'univers Star Wars tel qu'il est connu par le grand public. Parce qu'on va traverser des cités et des lieux emblématiques de la saga Star Wars, comme par exemple la Cité des Nuages, comme vous le voyez là dans ce concept art. Et puis Mandalorian et Grogu, ils sont quand même beaucoup plus connus par le grand public que ne le sont les personnages actuels de l'attraction. Et comme parfois c'est le cas pour Star Tour, c'est une séquence
qui a été imaginé à l'occasion de la production du film. Et donc, ça a été tourné lors de la production du film. Vous savez, les séquences Star Tours sont parfois des scènes coupées ou des idées qui n'ont pas été conservées dans la saga principale. En tout cas, parmi les films de la postologie. Autre bonne nouvelle aussi, dans le Mandalorian, on croise ces petits droïdes adorables qui s'appellent les BDX. Et donc, enfin, ces petits droïdes vont être déployés dans les parcs. J'ai l'impression que ce sera de manière permanente ou en tout cas sur une période un peu plus longue que lorsqu'ils sont apparus les premières fois. Ce sont des petits droïdes autonomes qui interagissent entre eux avec le décor et les visiteurs. C'est vraiment de la robotique, c'est un type de matériel extrêmement coûteux sur lequel Disney a mis énormément d'argent pour renforcer l'immersion de Star Wars Galaxy's Edge. Il y a aussi cette débauche de moyens parce que Epic Universe aura beaucoup de rencontres interactives de ce type-là, mais on y reviendra. Et donc, ces petits droïdes vont apparaître, notamment à Disneyland Paris, probablement à l'occasion de May the Force. Et ils seront aussi à Walt Disney World, à Tokyo Disneyland. À Walt Disney World et à Disneyland en Californie, c'est dans Star Wars Galaxy's Edge. Et j'imagine qu'à Tokyo et à Disneyland Paris, c'est à proximité de Star Tours. Robert Downey Jr. est aussi apparu sur scène lors de cette conférence. Ça confirme aussi la volonté de Disney de bien conserver Robert Downey Jr. dans son pool d'acteurs. Et dans le cadre de ce contrat, il peut faire des interventions de ce type-là. Et c'est aussi le cas parce que Robert Downey Jr. va reprendre son rôle dans le cadre de la création de l'attraction Stark Flight Lab. Alors cette attraction, elle va permettre quoi? D'entrer dans l'atelier de Tony Stark pour tester ces nouvelles technologies. Là aussi, on a vu en fait des nouveaux rendus, des quais d'embarquement et la façon dont l'attraction va fonctionner. Les visiteurs s'installent dans des pods gyrocinétiques qui se déplaceront le long d'une piste avant d'être soulevés par un bras robotisé pour effectuer des manœuvres comme si on était dans l'atelier de Tony Stark. J'ai un avis très arrêté sur cette attraction. C'est ni plus ni moins que Danse avec les robots, qui a déjà été créé il y a un sacré bout de temps et qui est quand même une attraction emblématique du Futuroscope et que j'ai refait récemment. C'est une attraction génialissime, mais pour les visiteurs des parcs Disney, qui sont des visiteurs qui vont pas forcément dans les autres parcs à thème, et pour un public américain, je pense que c'est un type d'attraction qui va poser problème. On a vu ça par exemple avec Tron, la position dans les véhicules a posé problème aux visiteurs et ça a été beaucoup remonté. Avec cette attraction, je pense qu'on va être confronté au même type de problématique parce que c'est un type de sensation qu'on retrouve pas forcément jusque-là dans les parcs Disney et je pense que ça va créer beaucoup de situations avec les cast members et notamment au City Hall. Moi, je serais pas du tout dérangé de faire cette attraction, surtout qu'elle a été améliorée avec ce système de quai et de capsules qui se baladent pendant que l'attraction continue de tourner, donc il y a une facilité à embarquer et à faire tourner l'attraction. En revanche, je suis sûr que les visiteurs seront un peu troublés par les sensations. Mais il faut pas oublier que c'est pas du tout l'attraction principale de cette extension. C'est Avengers Infinity Defense. Ça, c'est le vrai Dark Ride que j'ai hâte de découvrir. Dans cette attraction, les visiteurs s'uniront aux Avengers pour combattre King Thanos, qui est une version de Thanos du multiverse qui a gagné contre les Avengers, c'est pour ça qu'il est devenu le roi. Et donc on va le combattre à travers plusieurs mondes, aux côtés de héros tels que Black Panther, Ant-Man et Hulk. Au début, j'ai cru que c'était un simulateur. Ensuite, je me suis dit, mais est-ce qu'ils repartent sur le trackless? Pour moi, le mystère reste entier sur cette attraction. On va terminer pour moi sur l'une des plus grandes polémiques de l'histoire des parcs Disney. Disney persiste à vouloir construire sa zone Cars dans un Frontierland réimaginé au Magic Kingdom. Le Magic Kingdom, c'est le parc d'attractions le plus visité au monde. Et paradoxalement, c'est pas le meilleur Magic Kingdom des parcs Disney. Soit parce qu'il est un peu dans son jus, soit parce que les thématiques et transitions sont pas très bien travaillées. C'est pas non plus les meilleures versions des attractions. Et je pense que les Imagineers l'ont bien compris. Et donc, il y a une volonté de relancer le Magic Kingdom, qui est quand même la carotte de Walt Disney World. C'est ça qui attire les familles. Ça va être le cas notamment avec l'extension du monde des vilains. En revanche, ils souhaitent toujours intégrer Cars dans la zone qui est pour moi la plus belle zone du parc. Alors, c'est pas la plus belle zone de tous les parcs Disney, mais c'est pour moi la plus belle zone de ce parc. C'est à cet endroit-là que vous avez le Liberty Bell, que vous avez Rivers of America, que vous avez Tom Sawyer Island. Toute cette zone-là, un peu aquatique, va être recouverte de goudron pour accueillir ce terrain de boue sur l'univers de Cars. Je ne sais pas si c'est un mélange entre Test Track ou Indiana Jones Adventure. En tout cas, les voitures vont vraisemblablement rouler sur des pneus, mais seront tractés par un ride system qui sera au centre du véhicule. Et tout au long du parcours, il y aura donc des obstacles, une route un peu sinueuse. Le but, c'est de plonger les visiteurs dans une expérience de rallye. Donc, ils vont pouvoir participer à des courses sur des terrains rocheux, gravir des sommets montagneux, éviter des geysers. Et Disney, en fait, est partenaire d'une entreprise de motocross pour concevoir une piste de terre sur laquelle ils ont déjà testé des véhicules tout-terrain personnalisés. Et donc, ces véhicules auront l'allure des véhicules Cars. Ça me fend le cœur de voir ça, de voir des attractions emblématiques disparaître. Je vais vous expliquer pourquoi ils font ça. Parce que Tom Sawyer Island, Liberty Bell, River of America, c'est des attractions qui fonctionnent toute la journée, qui mobilisent beaucoup de cast members, mais des endroits, c'est vrai, il faut le reconnaître, où il y a très peu de visiteurs. Et donc, ils veulent avoir la même masse salariale, mais pour une attraction qui soit plus populaire,
plus rentable tout simplement, qui permettrait aussi d'ailleurs de vendre du Genie Plus et tout ça. C'est ça la réalité derrière cette extension, ou plutôt cette réhabilitation. Mais sauf que c'est pas parce qu'un visiteur ne va pas dans le Liberty Bell ou ne traverse pas River of America pour aller dans Tom Sawyer Island qu'il n'aime pas l'attraction. Non, c'est tout simplement qu'en fait ça fait partie du décor et de l'ambiance Disney de manière générale, et en fait ça ne semble pas être compris par les dirigeants qui veulent à tout prix maintenant rentabiliser chaque espace, chaque endroit. Et selon moi, ça va complètement casser la dynamique du Magic Kingdom, qui a déjà un parc très bétonné, où il y a très peu d'eau. Donc voilà pour toutes les annonces qui ont été faites lors de cette conférence. Il y aura une autre échéance importante, c'est Destination D23, cette conférence qui sera donnée à Walt Disney World, une sorte de conférence intermédiaire avant la D23 l'année prochaine. Et là, on apprendra beaucoup plus, notamment aussi sur Disneyland Paris. Autre échéance également, le 12 avril, comme chaque année, on va apprendre des petites infos supplémentaires sur ce qui se passe en ce moment à Disneyland Paris. Donc restez bien connectés et d'ici là, très hâte de lire vos avis en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo les Topiens, n'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!